En 2021, sans bruit et sans publicité, TV Liberté a battu tous les records d'audience depuis sa naissance en 2014. Grâce à la confiance totale de nos donateurs, nous avons traversé 8 années passionnantes d'engagement pour nos téléspectateurs. Déjouant les actes de censure, les anathèmes, les oukas. Les GAFA sont la police de la pensée. Les GAFA nous ont censurés en 2017, 2018, 2019, en 2020 et tout récemment en 2021. Mais avec vous, nous tenons bon. TV Liberté a été au rendez-vous de tous les combats, de toutes les justes causes. Nous avons donné la parole aux millions de Français de la Manif pour tous contre les destructeurs ou les déconstructeurs de la famille et de ses valeurs. Nous avons donné la parole aux millions de Français des bonnets rouges et des gilets jaunes contre cette caste hors sol qui les a ignorés, dénigrés, privés de leur dignité, dépossédés de leur identité. Nous avons donné la parole aux millions de Français opposés au pass sanitaire face aux gouvernants qui suppriment les libertés individuelles fondamentales et imposent par un contrôle permanent une société de surveillance. Mais TV Liberté, ce n'est pas que cela. C'est aussi la mise en lumière de milliers d'intellectuels, spécialistes, responsables, influenceurs et youtubeurs. On cherchait à les faire taire. Nous nous sommes fait leur porte-voix pour contrer la mainmise de la gauche sur la culture et l'audiovisuel, cette gauche frelatée qui conditionne les Français avec l'argent de leurs redevances. Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous n'avons jamais été aussi près de renverser la table. Certains cherchent à le faire électoralement, mais que cela soit clair dans tous les esprits. Les politiques ne font que récolter le fruit du travail d'influence et d'éveil mené jour après jour par les journalistes de la presse alternative. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer et innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 5 décembre, deuxième dimanche de l'Avent.
3 séquences dans notre émission. Tout d'abord, une rencontre avec François-Xavier Clément, ancien directeur du groupe scolaire de Saint-Jean-de-Passy, qui vient de publier un ouvrage passionnant intitulé « La voie de l'éducation intégrale ». Ensuite, en compagnie de Martial Bild, je reviendrai sur le jugement de relax qui a été rendu alors que j'étais poursuivi pour provocation à la discrimination, donc le 23 novembre dernier. Et enfin, nous rencontrerons Alexandrine Danselme, qui est responsable au groupe scolaire Saint-Dominique de la classe Saint-François de Fatima, qui accueille des enfants atteints de maladies de l'intelligence. Bonjour François-Xavier Clément. Bonjour Jean-Pierre Maugeron. Vous venez de publier La voie de l'éducation intégrale en famille et à l'école, des enfants heureux, libres et responsables sur les questions d'éducation. Alors je tiens à rappeler que voilà, vous n'êtes pas qu'un théoricien de l'éducation puisque vous avez été directeur diocésain de l'enseignement catholique de la Loire et puis directeur du groupe scolaire Saint-Jean-de-Passy. Voilà, donc un praticien. Alors, c'est quoi l'éducation intégrale ? C'est la vision holistique de la personne. C'est le fait de considérer qu'un élève est une personne, et une personne humaine avec toutes ses composantes, toutes ses dimensions. Et qu'on n'éduque pas un enfant par compartiment. Qu'on ne va pas commencer par faire grandir le corps, puis un jour l'affection, puis un jour l'intelligence, puis un jour la mémoire, puis un jour l'imagination. Tout grandit en même temps. Et donc il faut accompagner la croissance de l'enfant dans toutes les dimensions et s'assurer qu'il est nourri dans toutes les dimensions, sachant que la dimension la plus noble, eh bien, la dimension spirituelle, qui va guider et ordonner et unifier toutes les autres dimensions. Et donc l'éducation intégrale, elle a pour finalité le salut, la vie éternelle, et c'est cette finalité qui dirige, qui ordonne toutes les autres facultés de la personne. Alors ce concept est-il nouveau ? Alors ce concept n'est pas nouveau. Figurez-vous qu'il est né dans un contexte idéologique assez marqué, puisque ce sont les soviétiques qui l'ont utilisé la toute première fois. Le parti communiste soviétique pensait qu'il fallait passer par l'éducation intégrale qui transforme totalement la jeunesse pour transformer la culture. Et ils avaient perçu quelque chose, me semble-t-il, d'assez juste, le fait qu'il fallait parfaitement intégrer toutes les composantes culturelles dans l'éducation pour transformer la société. Présenter donc l'éducation comme un levier en lien avec la transformation sociale et politique. Celui qui l'a travaillé, qui l'a théorisé dans la tradition chrétienne, c'est évidemment Jacques Maritain, avec l'humanisme intégral, et les connexions ensuite avec la pensée de l'Église s'est faite assez naturellement, la connexion s'est faite assez naturellement, dans la mesure où l'idée, l'essence même de l'éducation intégrale est présente dans les textes de l'Église et dans le texte des congrégations religieuses depuis très longtemps. Mais ce n'est qu'au moment du Concile Vatican II et dans les textes qui ont tourné autour des définitions de ce qu'est l'éducation catholique, notamment dans le Code de droit canonique et plus précisément au canon 795, que l'on voit apparaître la notion d'éducation intégrale. L'expression, plus exactement, d'intégralité de l'éducation. Et les pères du Concile disent même la véritable éducation est une éducation intégrale, c'est-à-dire qui a pour destinée le salut. Alors, quels sont, dans ce cadre-là, les rôles respectifs de l'école et de la famille ? Alors, le rôle principal, premier, quand on dit principal, c'est premier, au sens de principe en latin, des parents est fondateur de l'unité de l'éducation de l'enfant. Donc les parents sont premiers éducateurs, mais au sens du principe. Non pas au sens où il y aurait les premiers puis les seconds, au sens où l'éducation scolaire serait second, et puis il y aurait comme une chronologie finalement entre le premier et le second, et les premières années entre les mains des parents, et puis ensuite la vie scolaire qui serait ce qui va pendant une quinzaine d'années accompagner l'enfant. Il ne faut surtout pas concevoir l'éducation de cette manière-là. Évidemment, les parents sont premiers éducateurs, et toujours. Et ils le restent, ils le demeurent, et ils doivent le demeurer, dans tout le parcours scolaire.
La réalité, malheureusement, de notre société contemporaine manifeste une difficulté des parents à assumer cette première responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle il faut tout faire pour que l'école catholique eh bien, redonne aux parents, aide les parents, soit par l'école des parents, soit en intégrant les parents davantage dans la responsabilité éducative, mais aide les parents à assumer cette première responsabilité. Ensuite, il faut aider les parents à assumer cette responsabilité aussi en les nourrissant. Et en les nourrissant à la fois de principes anthropologiques et des outils qui vont leur permettre d'assumer pleinement leur autorité d'éducateur auprès de leurs enfants à tous les âges de leur éducation et de leur scolarité. La responsabilité de l'école, c'est une responsabilité d'abord dans l'instruction et qui doit se concentrer sur l'effort de transmission de la culture et de la formation de l'intelligence. Mais les professeurs et tous les adultes qui entourent l'enfant sont nécessairement des éducateurs. Un professeur, pardonnez-moi, est nécessairement éducateur parce qu'il forme l'intelligence et ensuite parce qu'il se présente devant un enfant avec eh bien, son exemplarité d'adulte. Mais on ne peut pas former l'intelligence sans être éducateur. Et c'est pas parce qu'on ne fait que transmettre une culture qu'on va dire qu'on est professeur et pas éducateur. Le professeur est un éducateur parce qu'il forme la tête et la raison qui va permettre à l'enfant, petit à petit, au jeune adulte, eh bien, de diriger sa vie. Quels enseignements tirez-vous de votre expérience à la tête de Saint-Jean-de-Passy sur les difficultés auxquelles sont confrontés certains directeurs d'établissements catholiques sous contrat, d'adhérer à ce projet, mais de devoir gérer d'une part un corps enseignant, d'autre part des parents qui le partagent plus ou moins? La difficulté, c'est très difficile de répondre de manière très brève à votre question parce qu'il faudrait reprendre toutes les conséquences du contrat. Mais pour faire très vite, ce que j'ai cherché à vivre comme chef d'établissement à Saint-Jean-de-Passy ou ailleurs, c'est d'unifier pleinement ce que j'ai reçu par ma formation au Lait de Saint-Thomas d'Aquin à l'IPC, et puis mon expérience éducative enracinée dans la tradition de l'Église, j'ai essayé de le vivre dans l'unité comme chef d'établissement. C'est très difficile parce que ça entraîne une radicalité qui n'est pas tout à fait homogène avec le contrat, ou je vais même le dire clairement, qui est hétérogène avec le contrat. Surtout dans un enseignement catholique qui a confondu le fait d'être associé par contrat à l'État avec le fait de passer sous contrat. Le sous-contrat, c'est une mise sous tutelle. Si l'établissement est sous tutelle de l'État, alors effectivement, il n'est pas, difficile de comprendre que dans ces cas-là, il nous faut non seulement accepter les programmes imposés par l'État, mais il nous faut aussi progressivement accepter la culture imposée par l'État. Et quand on entend que l'établissement, parce qu'il est sous contrat, doit être conforme aux valeurs de la République, qu'est-ce qu'on entend ? Vous voyez, par valeur de la République, dans un établissement qui pourtant a l'agrément de catholicité de l'ordinaire du lieu. Et moi je pense que là, on touche à, vous savez, cette question de la compatibilité ou de l'incompatibilité. Est-ce qu'on va encore pouvoir être compatible très longtemps ? C'est toute la difficulté. C'est une bonne question. Mais oui, parce qu'en fait, quand on pose la question du contrat, vous voyez, en 1959, avec la loi Debré, on pose la question d'un service et de la reconnaissance d'un service qui est rendu par l'Église pour l'éducation. Entre 59 et 2021 ou 2022, eh bien, quel parcours, quelles étapes progressives de soumission et en même temps d'intégration pleine et entière, finalement, au système général. Ce qui, en 1984, avait été considéré comme une réussite dans le grand combat pour l'école libre, a-t-il vraiment été réussi ? Ou si finalement la période mitterrandienne de 84 nous a conduit à lentement laisser rentrer la culture finalement du contrat dans les plus petits ronds-coins de nos établissements scolaires privés sous contrat. Alors face à cet état de fait, vous êtes à l'origine d'une initiative qui s'appelle Saint-Joseph Éducation. En quoi ça consiste ?
Alors Saint-Joseph Éducation, je vous ai apporté vous voyez, une petite plaquette qui reprend eh bien, cette idée. Il s'agit de réinventer l'éducation chrétienne pour les enfants d'aujourd'hui. Alors, le premier objectif, c'est de proposer aux établissements scolaires, hors contrat ou privés sous contrat, associés par contrat à l'État, comme on devrait mieux les appeler, de rentrer dans une démarche de formation, de découverte de l'anthropologie chrétienne. Alors, il y a des établissements qui vivent déjà de cela, dans des établissements hors contrat notamment, et qui vont tout simplement, petit à petit, pérenniser ce qu'ils ont déjà mis en place. Et c'est un label qu'on leur propose, c'est le label de l'éducation intégrale. Et puis, les établissements qui sont associés par contrat à l'État, eh bien, vont peut-être découvrir cette ressource de l'anthropologie chrétienne, d'où l'expression réinventer l'éducation chrétienne, car pour certains, c'est une véritable innovation que de découvrir les trésors de l'éducation chrétienne depuis Saint Jean-Baptiste de la Salle jusqu'à aujourd'hui. Voyez. Donc l'idée, c'est de proposer, en développant un réseau d'établissements scolaires, un nouveau label autour de l'éducation intégrale. Aujourd'hui, on a 24 établissements qui sont rentrés dans la démarche, dont 7 établissements qui sont des établissements associés par contrat à l'État. Certains sont des très gros établissements, d'autres des tout petits établissements. Nous en avons dans la France entière, et j'ai composé une équipe de 5 personnes autour de moi pour petit à petit eh bien, développer ce service qui passe par une expertise dans l'établissement où on va découvrir ce qu'ils vivent, et progressivement on développe des orientations stratégiques de formation et d'accompagnement professionnel. Eh bien, merci infiniment de toutes ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage, voilà, La voie de l'éducation intégrale. Je l'ai dit tout à l'heure, voilà, chaque chapitre, il commence par une petite histoire, une petite mise en situation qui, je crois, suscite l'intérêt du lecteur. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Jean-Jean. Merci. Jean-Pierre Maujean, vous avez quitté quelques instants le banc des animateurs pour rejoindre le banc des invités, plutôt même le banc des accusés. Eh oui. Parce que vous étiez poursuivi par 3 associations auprès de la 17e chambre correctionnelle de Paris. C'était le 23 novembre dernier. Pour quelles raisons étiez-vous poursuivi ? Alors, les raisons de la poursuite, pour reprendre le texte officiel, cette poursuite a eu lieu au motif de, je cite, « provocation à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle ». En fait, nous avions reproduit sur le site de notre association Renaissance catholique un texte qui avait été signé de 2 cardinaux, le cardinal Burke et le cardinal Pujat, c'est de 3 évêques, des évêques kazakhs, qui en fait reprenaient une déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, affirmant que les autorités civiles ne devaient pas reconnaître d'union civile pour les personnes homosexuelles, surtout si elles portaient le nom de mariage. Voilà quels étaient les motifs de la poursuite. Et donc vous aviez repris l'ensemble de ces éléments sans les commenter d'ailleurs. Tout à fait. Nous avions uniquement repris le texte sous le titre « L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité », sans commentaire. Voilà, c'était le texte écrit par ces autorités ecclésiastiques. Vous aviez choqué 3 associations. De qui s'agit-il ? Alors, ces associations, 3 associations, effectivement. Au début, Stop Homophobie tout seul, auquel s'est adjoint l'association Mousse. Et puis enfin, nous l'avons découvert au dernier moment, l'association Adeos. Voilà, qui sont des associations dont la raison d'être, le statut social, c'est la lutte contre l'homophobie. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que ces associations, quand on le regarde, en particulier pour Stop Homophobie, sont largement subventionnées par les fonds publics, et en particulier par les fonds publics de la région Île-de-France et de la mairie de Paris. Qu'est-ce qu'il vous reprochait concrètement ? Eh bien, il nous reprochait concrètement cet appel à la discrimination en arguant du fait que interdire des unions civiles entre personnes de même sexe
était un appel à la discrimination, et puis surtout, c'est là où le juge a un petit peu remis, si je puis me permettre, l'église au milieu du village, était un appel à ne pas obéir à la loi. Alors, ça a été jugé. Qu'est-ce que dit le tribunal? Quels sont les attendus du tribunal? Alors, les attendus du tribunal sont simples. Je crois que le mieux, c'est de lire ces attendus, puisqu'il y en a 6 pages. Il ressort de cette note, la note dont nous avons parlé, que la déclaration publique se veut une réponse. Elle cite le texte même du cardinal Burke, à une fin spirituelle aiguë chez les fidèles catholiques du monde entier, d'une réaffirmation de vérités obscurcies, sapées et niées par les erreurs les plus dangereuses de notre temps, et qu'elle a été pensée comme une aide spirituelle concrète. Et le tribunal conclut, le champ lexical utilisé dans la note explicative et qui irrigue également le texte litigieux, évoquant le devoir moral du fidèle de témoigner de ses vérités, aux yeux du divin juge et en sa propre conscience, renvoie à l'idée de conviction religieuse et n'induit pas pour le lecteur autre chose qu'un examen de conscience personnelle. Voilà, ce que dit le tribunal, c'est que l'Église a le droit d'enseigner ce qu'elle veut. Et donc, les 3 associations ont été déboutées. Et donc, les 3 associations sont déboutées au motif que il n'y a pas d'appel à ne pas respecter la loi. Il y a un enseignement religieux qui est protégé par la liberté d'expression et d'opinion. Dans cette démarche, et avant que vous soyez relaxé de ces griefs de ces 3 associations, est-ce que vous avez reçu beaucoup de soutien? Alors, nous avons d'abord un certain nombre de médias amis se sont fait les échos de ces poursuites, et puis nous avons cherché à solliciter le soutien d'évêques de France. Alors, d'évêques de France, pourquoi? Parce qu'il nous était bien apparu que ce procès n'était pas le procès de notre association, c'était le procès de la liberté de l'Église. C'est-à-dire, l'Église a-t-elle encore en 2021 le droit de tenir un enseignement qui ne soit pas conforme à la loi positive et à la loi civile? C'était ça, nous semble-t-il, les véritables enjeux de ce procès. Donc, nous avons pris contact avec un certain nombre de personnalités ecclésiastiques. Alors, 3 ont eu le courage d'envoyer un texte écrit au tribunal. Donc, Monseigneur Léonard, archevêque émérite de Malines-Bruxelles, Monseigneur Ray, évêque de Toulon-Fréjus, qui a fait une déclaration écrite au tribunal, et puis bien sûr Monseigneur Schneider, qui lui a fait un développement plus long, puisqu'il était un des signataires. Vous n'êtes pas adressé au président de la conférence des évêques de France, c'est Monseigneur de Moulin-Beaufort, c'était lui qui était le plus... Alors nous sommes adressés à Monseigneur de Moulin-Beaufort, bien sûr, je me suis adressé à Monseigneur de Moulin-Beaufort, également à mon évêque. Bon, Monseigneur de Moulin-Beaufort n'a pas souhaité témoigner au motif qu'il n'était pas là, m'écrivait-il, pour cautionner une association qui cherchait à se mettre en valeur à l'occasion de ce type d'événement. Voilà. Mais que, bien sûr, si la liberté d'expression était remise en cause, il interviendrait sur le sujet. Voilà. Donc nous n'avons pas argué de cela auprès du tribunal. Un certain nombre d'évêques n'ont pas répondu. Et puis aussi, il faut le savoir, et là je ne citerai personne, un certain nombre d'évêques aussi m'ont dit, voilà, je suis avec vous, je prie avec vous, mais c'est pas possible, quoi. C'est trop compliqué. J'ai suffisamment d'histoires comme ça, je ne vais pas en rajouter. Les conséquences de ce jugement, alors bien évidemment, c'était Maître Triomphe qui vous défendait. C'est quand même beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup d'explications à apporter. Alors, c'est Saint Paul, je crois, qui nous dit « Oportet héréses cessez », il convient qu'il y ait des hérésies. Je pense que le point positif de ce procès, voilà, c'est la liberté de l'Église est réaffirmée. Voilà. Et nous aurions souhaité qu'elle le soit avec le soutien massif des évêques de France. Alors après, la contrainte, c'est du temps perdu, c'est jamais agréable d'être convoqué par l'huissier, d'aller au tribunal. Et puis, ce sont des frais aussi relativement importants parce que il y a les frais de justice, il y a les frais d'avocat, donc nous sommes relaxés, mais les parties plaignantes ne sont pas condamnées à verser quoi que ce soit. Donc c'est aussi une difficulté. Merci Jean-Pierre Mauchante. Je vais vous restituer votre siège d'animateur. J'en profite 2 secondes pour dire quand même un salut aux auditeurs, aux téléspectateurs de Terre de Mission, et puis à très bientôt. Merci Martial. Bonne fête à vous. Merci.
sont heureux de venir en classe le matin. Pour nous, c'est extrêmement gratifiant d'avoir des élèves heureux de venir en classe. Cette classe, d'abord, elle est située au sein de l'établissement comportant des classes ordinaires. Donc ça permet à nos enfants de jouer, d'approcher, de vivre avec les enfants, les collégiens de leur âge, donc de partager des tas de choses avec eux. Et en même temps, ils ne perdent rien de la spécificité de l'enseignement dont ils ont besoin, du fait de leurs difficultés particulières et très individuelles. Donc nous, on s'applique vraiment à donner à chacun dans cette classe les moyens d'apprendre, de s'épanouir, parce qu'ils sont porteurs de rêves, d'espoir, comme tous les garçons et les filles de leur âge, et on essaye de leur donner les moyens d'accéder à ce rêve. Viens voir. Coucou chérie, ça va? Alors, qu'est-ce qu'elle a marqué la maîtresse? Alors, tu as de la lecture et tu as un exercice dans le cahier. Ah, il y a les photos de classe. Oui. Génial. Montre-moi. Le mam. Vous avez fait avec Mam. Génial. Elle est très bonne. Alors, ouais. moi, Ouais. Éloi, Claire, Obline, Benoît et Marie. Ouais. Et Mam. Et Marie. Le fait que Benoît soit dans cette classe, pour nous, on le vit comme un luxe absolu parce qu'il a des professeurs dédiés dans une classe à effectif réduit, tout en étant au sein d'une école et entouré donc par des enfants qui n'ont pas son handicap. Et donc, ce sont des modèles pour lui qui lui permettent de se développer. Il est épanoui, il est heureux, il est apaisé, il a du travail comme les autres. Il progresse de jour en jour. On voit une évolution considérable et depuis qu'il est dans cette école, c'est pas compliqué, on n'a pas le même Benoît. Voilà, on a un grand Benoît, on a un grand cavalier, on a un acteur de cinéma, voilà, on a un super Benoît. De faire bénéficier au maximum le plus d'enfants possible de ce genre de structure qui apporte une vraie valeur ajoutée. Les maîtresses s'adaptent à chaque enfant, c'est exceptionnel. Et Benoît a beaucoup de chance d'être dans cette école-là. Mais l'idée, c'est évidemment d'exporter le modèle et d'en faire bénéficier le maximum de gens. Bonjour Alexandrine Dancel. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes administratrice du groupe scolaire Saint-Dominique au PEC, en charge d'une classe dite Saint-François de Fatima pour les enfants atteints de maladies de l'intelligence. Tout à fait. Alors pourquoi cette initiative? Eh bien, vous savez que le groupe scolaire a été fondé en 1992 par des parents et s'est toujours développé à la demande précise de famille. Et lorsque nous étions en train de travailler donc, sur le bâtiment le plus récent, le bâtiment destiné à accueillir les lycéens et les collégiens garçons, une famille nous a demandé si nous pourrions accueillir leur fils qui était porteur de trisomie 21 lorsqu'il aurait l'âge du collège. Et c'est donc ainsi qu'est né le projet de la classe. Et donc les plans du bâtiment ont été travaillés pour pouvoir installer une classe qui soit suffisamment équipée et qui soit vraiment au cœur du bâtiment. Et donc la classe a ouvert en septembre 2015 avec 2 élèves et aujourd'hui elle en accueille 5. Donc 4 garçons qui sont porteurs de trisomie 21 et une jeune fille qui porte un autre syndrome. Alors comment fonctionne cette classe? Eh bien donc les élèves sont accueillis 4 jours par semaine et ils sont encadrés par un professeur et une AVS. Et puis cette année en plus nous avons la chance d'avoir un bénévole 3 jours par semaine. Donc c'est une équipe qui est un petit peu consistante, mais parce qu'il faut vraiment de la souplesse et puis de la personnalisation dans les apprentissages. Voilà, donc le but de l'équipe, c'est vraiment de développer au maximum chez les élèves les apprentissages fondamentaux, donc la lecture, l'écriture, le calcul en particulier. Et puis bien sûr aussi leur vie spirituelle, leur autonomie, puis toute leur personnalité, puisque la formation intégrale de la personne dont a parlé François-Xavier Clément est vraiment inscrite dans la charte de notre établissement. Donc c'est quelque chose de très important. Alors les matinées sont consacrées davantage aux matières plus scolaires. Ils ont aussi des cours de catéchisme avec un chanoine qui vient leur dispenser dans la classe. Et puis les après-midi sont consacrés à des matières plus concrètes, donc ça peut être du bricolage, de la cuisine, ils ont des vrais ateliers cuisine. Très bien. Voilà. Du jardinage, des jeux éducatifs, des séances de psychomotricité. Et puis ils ont aussi une grande chance parce qu'il y a une art thérapeute professionnelle qui vient tous les 15 jours et qui les prend en demi-groupe et qui leur fait travailler donc l'expression artistique sur des supports variés. Et ça donne des très très jolies choses.
Très gratifiant. Alors, comment s'intègre cette classe un petit peu particulière dans un ensemble plus classique? Oui. Eh bien, la classe est placée directement sous l'autorité du directeur du collège, déjà comme les autres classes du collège. Et puis, les élèves côtoient les autres collégiens et lycéens au cours de la journée, puisque leur rang est placé au milieu des autres. Ils vont en récréation aussi avec les autres. Ils vont aussi en inclusion dans certains cours, donc je pense aux cours de chant en particulier, aux cours de sport pour notre jeune fille, et même parfois dans des cours plus scolaires où ils ont bien sûr une activité qui leur est adaptée, mais ils sont avec les autres dans la classe. Alors les garçons sont aussi inscrits au service de messe, donc ils servent la messe à tour de rôle, ils aiment beaucoup. Et lorsqu'ils ne servent pas la messe, certains vont chanter à la tribune avec les autres, font partie de la chorale. Voilà, c'est aussi un bon moment. Les lycéens de seconde aussi sont des parrains de nos élèves. Et donc, une fois par semaine, ils vont partager une activité avec des élèves de la classe. Ça peut être une activité extérieure ou un jeu de société. Donc voilà, tout ça, ça crée des moments très riches. Et on assiste aussi parfois à des moments un petit peu particuliers. Je pense au printemps dernier, tous les lycéens s'étaient réunis dans leur cours avec le chanoine et ils avaient fait venir notre Benoît et lui avaient chanté tous ensemble un joyeux anniversaire. Voilà, donc ce sont des moments un petit peu riches et particuliers et des échanges qui sont précieux mais qui sont vraiment permis parce que la classe est au sein d'un groupe scolaire en fait. Alors justement, l'institution majeure dans notre pays pour l'éducation, l'instruction, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Existe-t-il des structures analogues? Que se passe-t-il dans le cadre de ce mammouth? Alors l'éducation nationale met en avant l'inclusion des enfants handicapés et il existe véritablement des classes que l'on appelle des classes Ulysse au primaire et au collège. Et les familles qui ont des places dans ces classes Ulysse sont très gâtées. Mais il n'y en a pas assez par rapport à la demande, et en particulier dans le privé sous contrat. Elles ne sont pas du tout assez nombreuses. Et puis, ces classes accueillent quand même un nombre d'élèves qui est assez important, avec des handicaps variés. Et elles sont donc obligées de demander souvent un niveau scolaire minimum. Ce qui fait que pour nos élèves, ça peut vraiment être un frein pour qu'ils soient pris. Et dans les faits, donc il y a assez peu de trisomiques qui sont pris dans les classes Ulysse, en particulier les classes Ulysse collège. Voilà. Et le troisième point qui pour moi est quand même le plus important, c'est le choix par les parents d'un projet éducatif. C'est-à-dire qu'ils cherchent, comme pour leurs autres enfants, une école dont le projet corresponde à l'éducation spirituelle et humaine qu'ils veulent donner à leurs enfants en cohérence avec ce qu'ils leur transmettent à la maison. Voilà. Alors, quels sont les fruits de cette classe? Qu'observez-vous? Qu'est-il possible de faire avec ces enfants? Alors déjà, nos élèves, nos collégiens et nos lycéens sont accompagnés pour accueillir cette classe. Par exemple, nos professeurs passent dans les classes de 6e et expliquent aux élèves ce qu'est la trisomie avec un support simple et répondent à leurs questions. Voilà, ça permet à tous les élèves de pouvoir avoir une attitude naturelle et d'avoir aussi les gestes adaptés pour l'accueil. Et ça permet vraiment de très très beaux fruits dans l'école, ne serait-ce que par l'attention à l'autre qui est développée. La compréhension de la différence, un regard bienveillant, et on remarque de la part de nos lycéens et de nos collégiens des attitudes qui seraient celles de grands frères, donc attentifs et un petit peu stimulants aussi vis-à-vis de nos élèves de la classe. Et on le remarque très simplement au moment de la messe lorsqu'ils encadrent nos élèves qui servent la messe par exemple. Voilà, et donc c'est un enrichissement mutuel et nos élèves ordinaires vraiment sont capables de dire que c'est une richesse pour eux, qu'ils reçoivent beaucoup de la joie, du sourire, de la fantaisie aussi de nos élèves de la classe Saint-François de Fatima. Et donc l'ouverture de cette classe qui était un peu un acte de foi au départ, mais maintenant on n'imagine plus notre groupe scolaire Saint-Dominique sans notre classe Saint-François de Fatima. Alors, comment vous rejoindre pour les parents qui seraient intéressés ou vous aider pour ceux qui souhaitent participer à cette œuvre pie? Eh bien, le plus simple, c'est de se rendre sur le site de l'école Saint-Dominique. Et sur le site, vous trouverez plusieurs choses. Déjà, vous trouverez des renseignements complémentaires sur la classe. Vous trouverez aussi les gazettes qui sont créées sur la classe avec des moments de vie, des moments plus particuliers, des photos. Vous trouverez aussi un lien pour pouvoir faire un don puisque évidemment nos élèves ne sont pas nombreux, l'encadrement est quand même important et donc évidemment une telle classe ne peut pas vivre sans donateur.
Et puis, vous trouverez aussi le lien pour le film. Voilà. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire connaître cette classe, à faire connaître ces projets. Puisque partout en France, donc, des familles attendent la création de telles classes dans des structures catholiques, et il faut les encourager, voilà, parce que c'est possible. Et d'ailleurs, la Fondation Le Jeune encourage aussi beaucoup cette classe, puisque nous sommes soutenus par la Fondation Jérôme Lejeune, et qui nous a encouragés de ses conseils pratiques, de ses conseils pédagogiques, qui nous a aussi encouragés financièrement, puisque c'est elle qui a financé le matériel de la classe. Et nous avons eu beaucoup de chance, puisque Birthe Lejeune était la marraine de notre classe, et donc en mai 2019, elle est venue visiter la classe avec Jean-Marie Leméné et rencontrer les enfants, les familles, l'équipe, et partager un dîner avec nous. Voilà. Donc sur le site de l'école Saint-Dominique, vous trouverez tout ce que vous voulez pour nous rejoindre, nous aider ou avoir des détails supplémentaires. Eh bien, merci beaucoup Alexandrine de toutes ces explications. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine, dimanche 12 décembre. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci Jean-Pierre. Merci Alexandre.